L'After RMC avec Christophe Jacobussin. Bonsoir Christophe. Bonsoir Olivier, bonsoir Bernard Cazeneuve. Bonsoir. On va donc revenir sur différents moments de cette émission que nous avons passé avec vous. Donc c'est le plus dur moment de la soirée. Là, je ne sais pas, c'est à vous de dire à la fin de cette séquence. D'abord, on va revoir votre sentiment sur l'attitude des Verts qui ce week-end à la majorité ont voté contre le traité. On verra ce que feront les députés et sénateurs Verts. Il est probable que certains d'entre eux ne votent pas, s'abstiennent, voire votent contre le texte. On voit comment vous réagissez à cette possibilité. Pas cohérent. Je le leur dis solennellement, ils parlent d'un non fondateur, ce qui a été de fondateur dans l'engagement de la gauche. C'est un gouvernement de gauche qui, pour la première fois depuis très longtemps, réoriente la politique de l'Union. Et il n'y a pas de possibilité pour ce gouvernement de franchir les autres étapes si dans la négociation à 27, face à tous les conservatismes d'Europe, face à la spéculation des marchés, il n'est pas soutenu par une majorité soudée. Donc il ne sera pas soutenu par une majorité soudée, ce gouvernement, parce que le 3 octobre, certains députés verts, peut-être même socialistes, voteront contre le traité. Sur des textes extraordinairement compliqués, on a eu un témoignage à travers nos échanges sur le sujet de l'Europe qui fait toujours débat à gauche depuis longtemps. Il est possible qu'un certain nombre de parlementaires décident de ne pas voter. C'est possible, je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas, non pas parce que je rêve de l'unanimité sur ce texte, non, je ne le souhaite pas parce que nous sommes engagés sincèrement dans un travail difficile, qui est celui d'un autre projet pour l'Europe. Et encore une fois, je le redis, ce projet ne se décrète pas, il se construit dans le rapport de force. Et dans ce rapport de force, nous avons besoin de toutes les forces de la majorité. Mais Daniel Cohn-Bendit, qui était l'invité de BFM TV et RMC vendredi matin, expliquait qu'il y avait quand même une certaine incohérence à ne pas voter un traité pour ensuite peut-être voter un budget qui découlait directement du traité. Vous l'avez dit longuement avec Olivier. Alors, c'est quoi cette majorité maintenant qui soutient le gouvernement? Est-ce qu'on en revient à la 4e République où les députés se font plaisir, un jour ils votent pour, un jour ils votent contre? Est-ce que c'est ça l'esprit de notre institution aujourd'hui? Ce n'est pas la conception que j'en ai. J'ai toujours été très attaché aux institutions de la Ve République, parce que les institutions de la Ve République, elles donnent de la force, elles donnent de la lisibilité, elles donnent de la cohérence. Et puis surtout, la majorité, dans les institutions de la Ve République, elle peut débattre, elle peut se confronter, mais à un moment donné, elle doit faire bloc. Et je n'aime pas l'esprit de la 4e. Je ne pense pas que sur un sujet comme celui de l'Europe, je ne pense pas que sur des sujets qui renvoient à l'essentiel, c'est-à-dire au combat que nous avons toujours mené, il puisse y avoir des sujets qui relèvent du fonctionnement des organisations et des partis qui viennent compromettre l'essentiel. C'est ce qui risque de se passer. Oui, mais ce n'est pas ce que je souhaite. Si rien ne change, c'est-à-dire si le gouvernement n'est pas modifié, si les Verts n'en sortent pas, ça sera quand même la faute de l'exécutif et donc du président s'il laisse faire cette majorité qui n'est pas cohérente. Cohérente, c'était votre mot tout à l'heure. Oui, vous êtes bien un journaliste qui souhaite, lorsque les choses sont délicates, faire en sorte qu'elles soient davantage encore. Pas moi. Non, c'est pas moi. Non, mais moi je ne suis pas du tout dans cette logique-là. Je suis dans une logique dans laquelle je souhaite... Vous êtes dans une logique politique. Nous sommes dans une logique de cohérence démocratique. Si les députés votent contre un texte fondamental du gouvernement... Je suis dans une logique de conviction. Ce travail de conviction n'est pas achevé, puisque le vote aura lieu le 2 et le 3 octobre. Par conséquent, mon rôle à moi, c'est pas de rajouter de la polémique à la polémique, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait un peu plus de division là où il peut y avoir peut-être un peu de calcul. Non. Mon rôle à moi, c'est d'essayer de dire, voilà... quel est le sens de ce que nous voulons faire. Et vous voulez qu'il y ait le plus de oui possible, voilà le 2 et 3. Pourquoi, et je le fais avec rigueur, sincérité, en connaissant le texte. Et j'essaie de faire en sorte, et sans naïveté, et j'essaie de faire en sorte qu'on rassemble. On se souvient de Lionel Jospin, Premier ministre, qui avait dit à une partie de sa majorité de l'époque qui renaclait, attention, sur certains textes, le vote non vaut sortie de la majorité, notamment le budget. Nous sommes dans un travail de conviction. Ce travail de conviction, il implique du temps, j'en passe, de la pédagogie rigoureuse. J'essaie de maîtriser dans le détail ce texte et de ne rien dire sur ce texte qui ne correspond pas à la réalité de ce qu'il contient. Et j'essaie d'expliquer avec la plus grande sincérité ce que nous voulons faire en Europe. Parce que c'est là l'essentiel. Ensuite, parce qu'on n'est pas dans un régime de mandat impératif, les parlementaires sont libres de faire leur choix et ils prendront leurs responsabilités en conscience. Et nous reprendrons cette conversation donc après les votes des 2 et 3 pour voir si la majorité est cohérente. Vous disiez que vous vouliez le mieux possible expliquer ce qu'il y avait dans le traité.
On va reprendre un petit extrait. Tout à l'heure, Olivier a reconnu qu'il y avait une imprécision, mais vous allez voir, c'est quand même plus compliqué que ça. On vous écoute tous les deux, vous disputez, entre guillemets. Il est faux de dire que la Cour de justice de l'Union européenne peut intervenir en cas de non-respect par les États des règles de discipline budgétaire auxquelles ils se sont conformés. Pardon, Monsieur le ministre, je suis désolé, mais l'article 8, paragraphe 1, stipule la Commission peut saisir la Cour de justice et demander que des sanctions financières soient infligées. Oui, mais il peut demander à ce que des sanctions financières soient infligées aux États, mais pas en raison du non-respect par les États du déficit ou de règles budgétaires. Non, Monsieur Mazerolle, ce que je dis est juste, et d'ailleurs je demande à ce que vous puissiez vérifier si ce que je dis n'est pas exact. Alors nous l'avons fait, bien évidemment, c'est en plus le rôle de l'after. Simplement, de quoi est-il question là, hein, Monsieur le ministre? C'est de savoir si effectivement, en acceptant ce traité, la France se met, notre gouvernement, dans les mains d'organes communautaires, la Cour de justice ou la Commission, avec des sanctions automatiques en cas de non-respect de nos engagements. Alors, Olivier l'a reconnu. C'est pas ça l'objet de notre débat. Non, non, Olivier l'a reconnu tout à l'heure, mais ça sera l'objet de ma question. Actons quand même que sur ce point, mais Olivier l'a fait. Hein. L'article 8, effectivement, c'est la Cour de justice n'intervient que lorsque, au bout d'un an, effectivement, les règles n'ont pas été transcrites. Donc c'est ce qui va être fait chez nous. En revanche, Olivier a raison quand il parle de sanctions automatiques. J'ai regardé du coup le traité qui est là, qui est assez court. Pour une fois, c'est pas Maastricht, on peut le lire assez facilement. Eh bien, si la condition de retour au déficit 3, 2, 1% n'est pas remplie, la Commission européenne a tout pourvoir pour imposer une amende budgétaire à la France comprise entre 0,1 et 0,5% du PIB, soit de 2 à 10 milliards d'euros. Ça, c'est vrai. C'est vrai, et je vais donner les éléments précis là aussi. Ce que prévoit le dispositif est le suivant. Lorsque un pays qui s'est engagé dans une trajectoire budgétaire au titre du semestre européen, parce que toutes ces règles qui lient les États à la Commission de discipline budgétaire, oui, mais ce sont des règles qui préexistent au traité. C'est-à-dire tout ce qu'on reproche au traité. Qu'on n'a jamais respecté, vous le savez. Non, mais attendez, il faut être très précis sur ces sujets-là. Si on ne vote pas le traité, ces règles s'appliqueront quand même, parce que ces règles résultent de l'adoption par le Parlement européen et les institutions européennes de ce qu'on appelle le six-pack, c'est-à-dire un dispositif qui unit les États à la Commission dans le retour aux disciplines budgétaires. Ce que prévoit le traité, c'est ce dispositif de sanction, mais ce dispositif de sanction n'intervient qu'au terme d'un long processus de discussion entre les pays et la Commission, et par ailleurs n'intervient pas en cas de choc conjoncturel grave, récessif grave, parce que je vous renvoie au paragraphe 3 de l'article 3. Toutes ces conditions, in fine, on peut quand même avoir 10 milliards d'euros de sanctions. Permettez-moi d'aller au bout, parce que si vous voulez qu'on fasse de la pédagogie, il faut tout dire. Ce dispositif n'empêche pas les États, à un moment donné, de constater que le choc récessif ne permet pas d'atteindre les équilibres, et il y a le paragraphe 3 de l'article 3 qui permet aux États de se délier de leurs obligations en cas de choc conjoncturel massif. Donc, il faut, dès lors qu'il y a une volonté de réorienter l'Europe, que ce traité soit repérimétré dans son impact et que nous essayons... C'est compliqué comme expression, non, ça. parce que regardez, pardon, je vais prendre un exemple très concret. Le déficit structurel de 0,5. On ne passe pas, contrairement à ce que j'ai entendu et qui relève de la baliverne la plus totale, de 3% à 0,5. C'est pas vrai. Les 3% maastrichtiens demeurent. Les 0,5% de déficit structurel, c'est quoi? C'est un déficit qui permet aux États d'afficher les dépenses qu'ils mobilisent pour faire face au choc de conjoncture lorsque la récession est là. Ça veut dire que la notion même de déficit structurel permet de mener des politiques keynésiennes contracycliques à condition que les États veuillent mener des politiques keynésiennes. Et c'est pour ça qu'on peut, dès lors qu'on veut réorienter la politique de l'Europe, avoir une autre lecture et une autre utilisation de ce traité. Faut-il être de gauche, avoir envie de mettre de la solidarité dans la politique des États, avoir envie de faire en sorte que la relance des investissements structurants et durables soit possible, avoir envie de faire tout ça. Finalement, il n'avait pas prévu un si mauvais traité que ça, Nicolas Sarkozy, puisque vous le prenez... Pourquoi vous avez poussé des cris d'orfraie à l'époque, Excellente question, pour deux raisons, qui changent tout. Qui change complètement le paysage. C'est qu'à partir du moment où vous faites de ce traité, dans sa discipline budgétaire la plus rude, le seul horizon de la politique française et de la politique européenne, et que pour être bien sûr qu'il n'y aura pas d'autre politique possible, vous demandez l'inscription de ça dans la Constitution, vous n'êtes pas dans la même politique que lorsque vous êtes en train de faire justement cette réorientation. Une question d'actualité. Pour savoir si on ne parle pas vraiment dans le vide, tous les trois et tous les Français ensemble. Ce serait dommage. Mais je sais pas, écoutez, on a parlé de la Grèce, on a parlé de l'Espagne. Ce week-end, le gouvernement portugais
a reculé devant son peuple. Vous savez, dans la nuit de samedi à dimanche, il a accepté de revoir la hausse des cotisations sociales qui devait passer de 11 à 18%. Il y a eu des jours et des jours de manifestations. Et là, ce week-end, le gouvernement portugais dit « j'y arrive pas ». On va en reparler. Mais cette question est fondamentale. C'est tout le sens de notre combat. Nous, ce que nous voulons, c'est à la fois du sérieux budgétaire, parce que sinon nous condamnons le pays au déclin, nous condamnons les générations futures à devoir payer une facture sans fin, comme un puits sans fond. Nous ne voulons pas de ça. Mais en même temps, nous savons que nous n'y arriverons pas s'il n'y a pas de la croissance, et puis qu'il y aura un divorce profond des peuples de l'Europe. Donc on marche sur un fil. Hein. Mais nous avons une marge de manœuvre étroite, mais elle doit être utilisée à 100%. Et puis nous devons surtout mettre dans cette marge de manœuvre de la volonté. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons besoin d'avoir de la force autour de la table à 27, lorsque l'essentiel est en jeu, lorsqu'il s'agit d'éviter précisément que des sacrifices supplémentaires soient demandés au peuple. Mais ça, et je le dis à nos amis de gauche qui s'interrogent et que je respecte dans leurs interrogations, ne rendez pas ce que nous sommes en train de faire impossible, parce que ce combat que nous menons n'est pas un combat qui se décrète, c'est un combat qui se mène. Moins d'une minute. 10 secondes, je voudrais vous faire écouter quelque chose que vous avez dit sur la gauche, ça rejoint exactement ce que vous venez de dire. La gauche ne peut pas se contenter d'être derrière les banderoles en racontant que demain sera meilleur et en promettant le grand soir. Ça, je ne crois pas que c'est le rôle historique de la gauche. Le rôle historique de la gauche, c'est d'être fidèle à elle-même et d'accepter d'aller au gouvernement pour faire en sorte que les choses changent. Et dans l'exercice du gouvernement, avec l'exigence de rigueur qui a porté la parole de Pierre Mendès France en des temps bien difficiles, nous parvenions à faire en sorte que les choses changent. Vous avez cité Pierre Mendès France, c'est la seconde gauche qui est au pouvoir finalement, mais les Français, est-ce qu'ils avaient compris ça en votant pour François Hollande? 6 secondes. Écoutez, en tous les cas, c'est la gauche. C'est la gauche qui veut changer les choses, et qui veut changer les choses en disant la vérité, en rendant compte, dans un contexte de crise extrêmement difficile. C'est une gauche qui prend des risques, c'est une gauche qui veut réussir, et c'est une gauche qui réussira. Merci, Monsieur le Ministre Bernard Cazeneuve, d'avoir été avec nous ce soir. Cette émission sera rediffusée sur BFM Business à 22h. Bien, merci. Et à 20h, dans l'intervalle, donc le journal vous sera présenté sur BFM TV par Marc Hautement. Très bonne soirée à tous.